Bonjour, je vous présente un nouveau tutoriel qui s'intitule Création algorithmique de mémoire dans Max. Il s'agit donc d'un complément de mes cours de composition de nouvelles technologies et c'est une correction de travaux pratiques Max MSP indiqué comme étant au niveau 1 ou 2 voilà, d'une pratique de Max. Alors, ce qui est important ici de souligner, c'est la question de mémoire algorithmique que l'on peut créer grâce donc à l'informatique. À droite, un premier TP intitulé Analyse de programme, exemple simple de fonctionnement de module call. Et le deuxième TP, à gauche, donc, vous voyez avec ma souris, TP2, création algorithmique de mémoire. Alors si je clique à droite sur le patch Analyse de programme, je me trouve face à un petit programme qui est extrêmement simple et qui est d'ailleurs présenté dans les tutoriaux de Max MSP et qui est lié donc à une boîte importante qui va nous permettre de mémoriser des données sous diverses formes d'ailleurs, qui s'appelle call. Voilà, je l'ai mis en rouge. Donc si on double-clique sur cette boîte, pardon, voilà, donc je ramène la fenêtre qui s'est ouverte. On voit une succession de chiffres comme 60, 58, 63, 67, 68 et ainsi de suite. Bon, on s'imagine très bien que ce sont des chiffres relatifs à des hauteurs MIDI. Et juste avant ces chiffres, il y a des sortes d'index ou d'adresses, si vous voulez, en informatique, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je crois que nous avons très bien compris le fonctionnement de cette mémoire, de cette boîte call, de ce programme call. Si je rentre un 0, eh ben, j'ai le chiffre 60 qui sort. Si je rentre le chiffre 10 en entrée, j'ai le chiffre 65 qui sort. C'est-à-dire à un index correspond une valeur. Pour expliquer, donc analyser très rapidement ce petit programme, nous avons une boîte tempo 121.16 qui va produire une succession de chiffres de 0 à 15 avec un tempo de 120 à la noire, réalisant donc des quadruples croches. Et donc, ça va être des chiffres qui vont défiler extrêmement rapidement, qui vont rentrer dans la boîte call. 0 à 15, ben, ça correspond aux différents hauteurs d'une mélodie qui vont être jouées successivement pour rentrer dans la boîte MTOF qui va transformer les hauteurs MIDI en des hauteurs, c'est-à-dire des fréquences en Hertz qui vont rentrer dans un cycle, c'est-à-dire une boîte qui permet de créer un sinus et donc de contrôler ici sa fréquence. Alors entre le sinus et la boîte call ou la boîte MTOF, il y a un objet line, une boîte message avec un $1 et 20. Alors c'est tout simplement la possibilité, ça permet d'avoir la possibilité de créer une interpolation linéaire entre la valeur, la dernière hauteur, si vous voulez, qui a été exprimée, et la nouvelle hauteur. Et tout ça en 20 millisecondes. Le 20, ici, c'est la durée de cette interpolation, donc c'est très très court. Ça permet donc de faire un très très court glissando entre les différentes hauteurs de son de la mélodie qui se succèdent. Voilà, tout ça rentre dans un multiplicateur pour l'intensité, et nous avons une boîte pour lire les hauteurs. Nous écoutons ce que ça donne, cette mélodie sinusoïdale, à partir de données mémorisées dans cette boîte call. Donc, je redouble-clique. Nous voyons bien qu'au niveau de la boîte tempo, nous avons ces chiffres qui se répètent en boucle de 0 à 15 qui vont appeler donc les hauteurs mémorisées de 0 à 15 dans la boîte call qui vont sortir et re-rentrer dans le cycle avec ce petit glissando qui permet d'avoir cette douce rampe entre deux hauteurs. Voilà, alors vous allez me dire, pour ce premier exemple, quel est l'intérêt de l'informatique? Des mémoires, on peut en créer sans l'ordinateur, avec sa tête, un papier et un crayon, si je puis dire. Je ferai juste une petite remarque. Ce qui semble performant ici, c'est la rapidité d'utilisation de cette mémoire avec la fiabilité de restitution. Donc ça indique une virtuosité qui est pas habituelle et qui dépasse même les capacités humaines. En ce sens, c'est déjà un cas particulier qui offre un potentiel à la fois en termes d'imagination et en termes de contrôle et de réalisation.
Nous abordons maintenant le deuxième TP et la correction donc du deuxième TP. Je vous fais entendre le résultat de ce TP et vous essayez de me dire, en tout cas de dire, ce que vous entendez. À partir de cette analyse, vous devriez quasiment être capable de reproduire le programme qui réalise cette petite séquence. On écoute. Je coupe. Ce qui peut être déroutant pour une personne qui n'a pas forcément l'habitude de l'analyse, ça l'est beaucoup moins pour une personne habituée à ce type de pratique. Ici, l'écouter est finalement très simple. Je vais vous proposer, pour ceux qui ont eu un petit peu de mal à déceler la structuration de ce passage, d'orienter votre écoute, cette deuxième écoute, en me disant combien de voix vous entendez, en analysant les timbres qui sont associés aux voix, combien de timbres et de quelle manière sont associés à ces différentes voix, en me parlant de l'organisation rythmique de cette séquence et en évoquant aussi éventuellement la question des intensités. À partir de cette grille de lecture, les éléments d'analyse deviennent plus faciles normalement à trouver et donc la capacité de reproduire le programme serait plus aisée. Alors nous entendons clairement trois voix. Deux voix créées à partir d'un timbre de piano, il est créé en MIDI, mais ça peu importe, et une autre voix créée avec un sinus, c'est-à-dire un son simple, il n'y a pas de timbre par définition, qui crée donc une autre voix. Donc il y a trois voix. Deux voix ont des rythmes réguliers. La première voix a un rythme d'une durée d'1 seconde, la seconde voix a une durée de 2 secondes, c'est assez clair, et la troisième voix intervient sous forme séquentielle, sporadique, et là, cela paraît beaucoup plus chaotique. Alors, on réécoute ce passage, et notamment le début. Le début nous indique pratiquement la structuration de la séquence globalement. Alors, ce qu'on a entendu ici, c'est tout simplement un départ canonique avec une première voix jouée au piano seconde par seconde qui crée une mélodie qui est reprise 2 secondes après par une seconde voix sinusoïdale avec des durées de 2 secondes. Alors, dans le patch Max, on voit très bien, là je vous ai mis en vert la voix 1. Cette mélodie est créée à partir d'un random sur une octave, donc on voit le random 12 qui produit des chiffres aléatoires de 0 à 11. On additionne 59 pour l'appliquer à un make note, c'est-à-dire une sortie MIDI qui va contrôler donc les hauteurs, ces hauteurs sur une octave créées aléatoirement à partir du Do4 donc. Les intensités qui étaient demandées comme étant mezzo forte, donc on a réglé environ à 80 ici, et la durée, donc on en a parlé de 1000 millisecondes. Voilà, donc ça c'était le premier objectif de l'exercice, créer une ligne mélodique aléatoire à partir du Do4 60 sur un ambitus d'une octave, durée 1 seconde, nuance mezzo forte, son de piano. Concernant la seconde voix, l'objectif, le sujet, c'était d'à partir de cette première voix, donc choisie au hasard, de créer un canon mélodique débutant à partir de la deuxième seconde, de 2 secondes, durée des sons 2 secondes même, et utiliser un sinus pour réaliser cette mélodie dans une nuance piano. Alors là, on voit bien, il y a une boîte notée délai 2000, donc ça permet tout simplement d'activer un métronome 2 secondes après la première voix. Ce métronome produit bien des sons à demi-seconde, alors qu'on voit bien que le métronome en rouge, là, au-dessus, produisait des sons à 1000 millisecondes, donc 1 seconde. Et l'on voit des informations dans une boîte colle.
Alors si j'ouvre la boîte colle, maintenant, je vois qu'il y a une succession ici là, de 6 valeurs, mais si je fais tourner le programme, il y en aurait 12, 24, 350, enfin, peu importe. Ce sont les valeurs de hauteur qui ont été créées au hasard par le random de la voie 1, et qui sont donc mémorisées ici en temps réel et progressivement dans le call. Vous voyez le gros call ici au milieu, la boîte en rouge. Ce call va rentrer dans un cycle, donc, qui nous permet de créer cette mélodie sinusoïdale, et tout ça impulsé tous les 2 secondes. Donc, pour résumer, il y a bien une forme canonique qui est réalisée grâce à ce call, mais là qui est utilisée un petit peu différemment. On n'a pas préenregistré les données. Les données sont enregistrées en temps réel. Ces données sont aléatoires et elles déclenchent un processus qui, lui, est complètement déterministe, habituel dans le contrepoint, qui est cette technique canonique. Alors la troisième voie est un petit peu différente. On a dit qu'elle intervenait à certains moments et de manière beaucoup plus rapide, elle paraissait d'ailleurs chaotique. Alors, si je lis l'objet du TP, il était question de créer une troisième voie rapide en MIDI, avec un timbre de piano, qui se déclenche uniquement lorsque les hauteurs MIDI dépassent 68. Les hauteurs sont tirées au hasard à partir d'une analyse probabiliste des hauteurs MIDI de la mélodie initiale. Les nuances sont inversement proportionnelles aux hauteurs tirées, et les durées similaires aux hauteurs MIDI. Alors là on voit donc dans le patch de gauche voie 3, il y a une boîte importante, c'est tout simplement la boîte qui va déclencher cette troisième voie, qui est une boîte de test, puisqu'elle se déclenche uniquement avec des notes supérieures à 68. Donc vous voyez la boîte en rouge en haut, près de R hauteur, supérieure à 68, et là ça déclenche un métronome. On voit tout de suite que qu'est-ce qui rentre dans les valeurs du métronome, ce sont tout simplement les valeurs MIDI associées à ces hauteurs supérieures à 68. Et là, donc, c'est en millisecondes, donc c'est très rapide. Alors, ces hauteurs ou les données qui vont être utilisées, enfin, surtout là, je parle des hauteurs au départ, elles sont tirées de quoi? Ben là, ce qui est là aussi très intéressant en termes de mémoire réutilisée, liée ici même à un processus d'analyse, c'est qu'elles sont tirées de la mélodie, de la première mélodie aléatoire, mais qui va être donc analysée en termes probabilistes. De quelle manière? Ben, c'est cette boîte hystéréogramme qui permet tout simplement en X d'avoir les hauteurs MIDI et en Y les probabilités d'apparition des hauteurs qui seront tirées dans la voie 1. Donc ce processus d'analyse va nous permettre de générer un processus de tirage non plus équiprobable, mais qui sera en relation avec la structuration statistique de la voie 1 et qui va déterminer les hauteurs dans le make note. Ces mêmes hauteurs sont rescalées de manière inversement proportionnelle, c'est le scale 60, 72, 127, 10 au niveau des intensités, avec donc là aussi un timbre de piano. On a, je peux vous le faire fonctionner une dernière fois, les résultats, ici vous avez 3 boîtes avec des portées, voie 3, voie 2, voie 1, qui nous montrent bien le processus à la fois déterministe et combinatoire canonique entre la voie 1 et la voie 2, et le processus pseudo-stochastique ou pseudo-probabiliste de la voie 3. Associé à cela, on voit que les hauteurs se présentent ici entre la voie 2 et la voie 3. On voit bien que le processus est... Vous voyez, on a 71 ici, 66, et là on a toutes sur la droite, 71, 66, 69, 63. Donc les hauteurs sont reprises entre la voie 1 et la voie 2, mais ça, je crois qu'on l'a expliqué clairement et on le voit très bien dans sur les fenêtres des portées. Alors, ce qui est important en conclusion de voir, c'est que l'informatique apporte une potentialité à la fois en termes d'imagination, en termes d'outils déjà, hein, c'est-à-dire que ce qu'on a présenté ici, qui est très très simple, n'est absolument pas réalisable sans l'informatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des processus probabilistes qui seraient totalement infaisables à la main, en tout cas de cette manière, avec cette rapidité, cette souplesse, ces modes de contrôle et ainsi de suite. Il y a cette possibilité de contrôler
de manière déterministe ces éléments, c'est-à-dire les recombiner entre eux. Ça, c'est des modes plus classiques, un peu comme Bach le ferait, puisque nous avons nous-mêmes engagé des processus de transformation plus ou moins proportionnels des données entre elles. Donc, processus déterministe, processus lié au hasard, le tout repris dans des créations de mémoire qui se jouent, je dirais, qui se fabriquent, qui s'inventent en temps réel. Et ça crée vraiment, encore une fois, la possibilité de nouveaux potentiels liés à l'imaginaire, de nouveaux potentiels liés à la structuration des éléments de la musique, mais pas seulement. Ça peut être aussi de l'image. Quand on parle de musique et de son, bien sûr, on parle de synthèses qui peuvent aller jusqu'à contrôler l'intériorité du son, comme le modèle additif ou l'image de manière extrêmement précise dans toute, par exemple, sa décomposition spectrale et autres. Donc là, on voit un outil extrêmement puissant et nouveau, entre guillemets, depuis 1957, la naissance de l'informatique musicale aux États-Unis, mais en tout cas accessible aujourd'hui aux compositeurs pour renouveler à la fois les problématiques et surtout développer des nouveaux espaces imaginaires et de sensations et d'émotions.